Caius Bonus. Il n'y a pas grand prodige à soulever ce caillou. Ça n'a rien à voir. 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 Ça n'a absolument rien à voir. Et qui c'est qui te l'a tiré de l'eau, ta grand-mère? On a vu Dune partie 2, ça y est, depuis le temps qu'on l'attend, on l'a vu le jour de sa sortie et en IMAX avec Benjamin, et c'était une expérience extraordinaire. Et du coup, on a envie de vous proposer un épisode bonus où on revient sur nos sentiments vis-à-vis de cette saga en construction. Et en plus de ça, on vient de revoir le film de Lynch sorti en 1984, donc on va pouvoir chercher quelques points de comparaison, et évidemment, on vous recommande d'avoir vu au moins Dune partie 2, parce qu'on va spoiler assez sévère. Donc Benjamin, déjà pour commencer, quel est ton sentiment vis-à-vis de ce Dune partie 2 ? Bien évidemment, grosse claque, hein, le fait de l'avoir vu en IMAX, dans les meilleures conditions, on va dire, ça joue beaucoup évidemment. Mais voilà, je veux dire, les attentes étaient assez hautes de mon côté, c'était le film que j'attendais le plus cette année, même plus que le prochain Alien, hein, c'est dire. Et non, j'ai pas été déçu, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire le premier en mieux, où les enjeux décollent vraiment. Et non, j'ai vraiment pas été déçu, voire même surpris à certains moments. Le premier film était sorti donc en 2021, ça fait 3 ans qu'on attend cette suite, qu'au début on n'était pas 100% sûr qu'elle voit le jour. Il y a eu un certain suspense et effectivement le seul sentiment qu'on avait en finissant Dune partie 1, c'est quand est-ce que ça sort le 2 ? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre aussi longtemps ? La réponse est évidemment oui. Alors, on n'a pas le même rapport tous les deux avec Dune, donc toi ça a été quoi ta première connexion déjà avec l'univers de Dune ? Eh bien, c'était le film de 2021. Alors, je connaissais de nom et je connaissais, on va dire, les grandes lignes de l'histoire, parce que je savais que ça avait inspiré Star Wars à un moment donné, mais j'avais jamais vu le film de 84 et j'avais jamais lu le bouquin. Et du coup, quand j'ai su que le film allait se faire, je me suis dit, bon, ça serait bête, entre guillemets, de se spoiler le film, donc je préfère attendre. Pareil, quand j'ai su que le premier film de Villeneuve allait faire que la première moitié du bouquin, alors que le film de Lynch, il recouvre l'entièreté, je me suis dit, bon, bah tu verras le film de Lynch que après avoir vu le 2, ce qui est maintenant chose faite. Ce qui est maintenant chose faite, puisque tu viens de le découvrir, là on l'a fini il y a 5 minutes. C'est ça. Alors moi c'est pas le même rapport, puisque j'ai commencé avec le film de Lynch à l'époque où le projet Dune avait été annoncé par la Warner, et donc j'avais vu le film de Lynch à ce moment-là, et puis j'avais rien compris. J'étais en mode waouh, Dune c'est quand même assez spécial, et c'est vrai que ce Dune de 1984, il est très brut de décoffrage. Il te balance des tonnes d'informations et t'es assez rapidement perdu, et c'est vrai que les personnages, l'histoire, t'as du mal à suivre, il y en a trop. Bah, c'est dur de s'investir en fait. Alors, c'est facile d'être emporté, enfin d'être transporté par le film, mais par contre c'est très très dur de s'attacher aux personnages parce que soit ils ont 3 scènes et c'est tout. Notamment le personnage de Duncan, ça t'a assez surpris de voir à quelle vitesse il disparaît. Comparé au film de 2021 où il meurt, on va dire, à la fin. Après, tu me diras, de ton point de vue, je sais pas si c'est le fait d'avoir vu les 2 films de Villeneuve, donc en cumulé ça fait à peu près 5 heures, alors que là, ben, on a à peu près les mêmes événements, mais en 2h15, mais il y a vraiment cette impression de rush, quoi. Vraiment, c'est, il y a presque pas de temps mort, quoi. Bah surtout dans la deuxième partie. Et donc j'ai vu le film de Lynch, et après j'ai lu le livre. Donc là, la grosse brique de 800 pages, je me la suis enquillée, et effectivement, ça aide à mieux comprendre. Donc après, j'ai revu le film de Lynch, et j'étais en mode « Ah, ok, déjà, on comprend, déjà on voit quelque chose que le film enlève, le film rajoute dans son adaptation, c'est assez intéressant. » Et après vient cette version de Villeneuve. La frustration que j'avais eue, effectivement, c'est que j'aurais aimé que le film soit entier, et non, c'est un film en 2 parties. Ça, c'était pas annoncé dans les bandes annonces. Non. Ils ont toujours dit oui, c'est Dune, machin, et quand t'arrives, tu vois le générique du film, c'est Dune première partie, t'es en mode bizarre. D'ailleurs, même petite frustration avec le deuxième, on t'annonce pas à l'avance qu'il y aura un 3e film, ça finit sur un cliffhanger, et il faudra attendre Dune 3e partie ou Dune Messiah pour voir la conclusion. Je pense que Villeneuve, de son côté, il était très clair que dans sa tête, s'il pouvait faire les 3, il le ferait. Je pense que c'est plus du côté de la Warner, parce que bon, on a encore la preuve récemment, mais c'est pas forcément le meilleur studio quand il s'agit de faire des décisions, et de produire des films, voire même d'en effacer, mais ça c'est un autre sujet. Mais il faut se rappeler que Dune, quand il sort en 2021, c'est à la fin du Covid, et Denis Villeneuve, il a dû batailler pour pas que ça sorte le même jour au cinéma et sur HBO Max, ce qui a tué d'autres films comme Matrix 4, quoi qu'on pense du film, hein. Le fait qu'il soit sorti en même temps sur HBO Max, ça a donné un accès au piratage le jour de la sortie du film, et vu que le retour en salle n'était pas encore, on va dire, démocratisé, bah oui, ça fait que le film s'est viandé. Dune aurait pu, je pense, subir le même truc, parce que Dune, même si c'est un monument de la SF,
c'est pas forcément un truc qui parle au grand public. Et bon, je pense qu'il a gagné son pari, Denis Villeneuve, mais je pense que c'était plus simple de le marketer en tant que Dune, c'est un seul film, déjà pour le public, mais aussi pour les investisseurs de se dire, bon, ben, les seuls gens qui, entre guillemets, sauront que c'est la première partie, c'est ceux qui seront allés le voir au cinéma. La première intention de réalisation de Denis Villeneuve, quand il fait Dune, c'est de mettre le paquet. C'est ce qu'il avait déjà fait dans ses films précédents, si on pense à Premier Contact ou à Blade Runner, de filmer des choses gigantesques. Là, c'est ce qu'il fait dans ce premier film. Dans ce deuxième film, moins. C'est-à-dire que le deuxième... En fait, la différence principale entre les deux films, ce que j'ai remarqué, c'est que le premier film, donc il filme le gigantisme pour introduire l'univers. Alors, même si le film se tient en lui-même, il a cet objectif de présenter cet univers dans sa démesure. Et le 2, justement, est concentré davantage sur les personnages. On est plus sur des gros plans. Évidemment, dès qu'on découvre une nouvelle planète, genre la planète d'Harkonnen, d'un seul coup, on passe sur des cadres gigantesques, sur cette arène en triangle, sur ce soleil noir. Ou pour les scènes d'action à la fin, la bataille. Et justement, le film de Lynch, déjà à l'époque, avait cette volonté de filmer cet univers gigantesque. Alors, dans les intérieurs, on l'a vu, c'est assez limité. Les intérieurs sont assez étroits parce que il faut comprendre le contexte de production du film, on y reviendra plus tard. Mais les environnements extérieurs, les vaisseaux, les maquettes, quand on est dans l'espace, qu'on voyage, d'un seul coup, on est sur des paysages qui sont gigantesques, qui sont pas aussi beaux et aboutis que dans les films de 2021, mais en même temps, le film date de 84. Donc déjà, Lynch, malgré ses soucis de production, avait cette envie de créer de la démesure, parce que c'est ce qui est décrit dans le livre de Frank Herbert. Les vers des sables, enfin, c'est... Ne serait-ce que les vers des sables, c'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Donc tu l'avais dit, le film de Lynch, on a cette sensation qu'il est assez rushé, qu'il est assez speed. Il nous introduit beaucoup de choses et puis après, on passe par les événements clés de l'histoire, c'est-à-dire le départ vers Arrakis, l'attaque d'Arrakeen, la rencontre avec les Fremen, le domptage, le chevauchage du ver des sables et l'attaque à la fin. Bah en fait, c'est un peu comme si tu avais vu la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma la semaine dernière et que la semaine d'après, on te fait voir un film qui serait La Communauté de l'Anneau et les Deux Tours en un seul film de 2 heures. Tu te dis, ah, ça fait bizarre. C'est difficile de l'apprécier en tant qu'objet simple parce que forcément, vu que le reste est assez récent, parce que j'ai vu Dune 1 une semaine avant la sortie du 2, c'est assez récent dans ma tête. Et forcément, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison, de me dire ah oui, c'est rapide là, ou ah ouais, ils ont sauté vachement de trucs. Alors, pas par rapport au livre, parce que je ne l'ai pas lu, mais par rapport au film de Villeneuve. Donc je ne sais pas ce qui a été rajouté par rapport au livre ou pas, mais en tant qu'objet filmique, c'est vrai qu'on a un peu cette impression que le film va à 1000 à l'heure. Et je dis pas que c'est déplaisant, mais c'est plus déstabilisant qu'autre chose, quoi. Mais c'est un film qui mérite d'être vu et revu pour en apprécier la substance. Et moi, honnêtement, Évidemment. ce film de Lynch, c'est un film qui m'obsède. Je trouve le film de Lynch beaucoup plus personnel pour son réalisateur que le film de Villeneuve. Déjà parce que le film de Villeneuve a une volonté d'être relativement grand public, parce qu'il se doit d'être un succès populaire vu le budget qui a été mis dedans. Forcément. Et le film de Lynch, je le trouve extrêmement organique. Notamment donc, la scène du baron Harkonnen avec ses pustules partout, ce liquide qui lui coule dessus, c'est dégoûtant. Et c'est un truc qui n'est pas décrit dans le livre. Le baron Harkonnen, il flotte, il est imposant, il est dégoûtant, mais il n'est jamais décrit tel quel. Pareil, tout ce délire avec les fluides chez les Harkonnen, cette pompe qu'ils ont au niveau du cœur qui peut le vider instantanément. Et ne serait-ce que les vers des sables, la manière dont ils représentent les vers des sables. Je trouve les vers du film de Lynch beaucoup plus crédibles parce qu'ils ont une certaine gestuelle, ils ont déjà cette bouche qui s'ouvre, ils crient, que les vers des sables dans le film de Villeneuve, je les trouve plus impersonnels. Mais ils font moins animaux. Ouais, ils sont moins organiques. Ouais. Après, je dirais pas que je préfère ceux de Villeneuve par rapport à ceux de Lynch, mais je trouve que ceux de Lynch, en fait, il y a trop de plans où on les voit vraiment hors du sable. Alors forcément, d'ailleurs, des contraintes techniques qui font que, mais le fait qu'ils rugissent, en fait, un peu, ça fait vraiment gros monstre ou un peu comme un Godzilla. Alors que ceux de Villeneuve, il y a le plus souvent, bon, sauf dans le 2 évidemment, où quand c'est la bataille, ils sont dehors, mais c'est très souvent caché ou dissimulé. Il y a plus ce côté, on va dire, présence mystique. Ouais, bah après, ça colle avec l'ambiance que crée Lynch, c'est-à-dire que dans le film de Villeneuve, les vers, ils sont là, et les Fremen, ils font avec. Dans le film de Lynch, ils sont
apprivoisés. Enfin, Paul réussit à les apprivoiser, à les dompter, en fait. Et ça, c'est une des grosses différences thématiques avec le film, c'est que Villeneuve reste beaucoup plus fidèle au livre dans son traitement de Paul Muad'Dib, qui devient un tyran à la fin, que justement dans cette fin de Lynch, il devient un souverain gentil qui apporte la paix, qui apporte l'amour. Mais il fait juste. Ouais, c'est un gentil. Et surtout, il ramène la pluie, il ramène l'eau sur Arrakis, ce qui est une promesse que fait Timothée Chalamet, mais qu'on verra peut-être pas. Parce que, aussi, le film de Lynch ne se doit pas d'avoir une suite. Non, bien sûr. Que le film de Villeneuve prévoit d'être une saga, prévoit d'être une trilogie, donc effectivement, à la fin, on part en guerre, on part en croisade, quoi. C'est pour ça que j'aime bien le film de Villeneuve, enfin le 2, même si bon, en soi, on peut considérer partie 1 et partie 2 comme un seul gros film de 5 heures, c'est plus simple. Mais qui aborde, bon, forcément, du coup, ça vient du livre, mais qui aborde ce côté des faux prophètes, en fait, et de comment ce fanatisme se crée. Alors forcément, il y a sa mère qui joue un rôle dedans, dans le film. Et ce que j'aime bien, c'est que le personnage de Stilgar, donc, qui est joué par Javier Bardem dans les versions récentes, il est drôle quelque part parce qu'à chaque fois que Paul il fait un truc ou qu'il éternue, il dit oh c'est Lisan Al-Gaib, c'est l'élu, c'est sûr c'est lui. Et d'un côté c'est drôle, mais d'un autre côté tu te dis oui mais c'est un peu comme ça que des gens pensent et c'est comme ça que on va dire, le fanatisme se répand. Remarque et c'est pour ça qu'à la fin ils sont tous derrière. Enfin c'est marrant parce qu'il y a un peu ce côté galvanisant parce que moi forcément quand je voyais les bandes annonces même en sachant à peu près qu'est-ce qu'allait devenir Paul, il y a ce côté un peu ouais vas-y fous-le à pâté aux Harkonnen. Mais d'un autre côté, tu sais ce qui arrive derrière. Tu sens que il gagne la bataille, mais que on va dire la guerre qui est après, personne n'en sera gagnant. Et du coup, il y a ce côté un peu sinistre. C'est un peu ce qu'on avait dans la prélogie Star Wars, parce que bon, c'est forcément le parcours d'Anakin, on va dire qu'il est très inspiré. Mais on va dire, c'est un peu plus, je vais pas dire subtil dans Dune, mais il y a une nuance en plus, je trouve. C'est autrement plus subtil dans Dune, c'est plus complexe. La différence majeure entre la partie 1 et la partie 2, c'est que dans la partie 1, bon, il y a les gentils, les Atreides, les méchants, les Harkonnen. Dans la partie 2, c'est beaucoup plus flou. Les deux se battent pour le territoire d'Arrakis, mais est-ce que Paul Atreides, à la fin, c'est un gentil ? Non. Définitivement pas. C'est ça, la seule qui reste à peu près, on va dire, distante et qui se rend compte du problème, c'est Shani, donc qui est joué par Zendaya. Alors que bon, dans le film de Lynch, juste elle suit Paul, elle dit oh pas de souci, t'inquiète. En même temps, il y a pas de problème, on va dire, avec Paul dans le film de Lynch. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, c'est une performance de fou, je trouve, parce que Zendaya, je sais pas encore combien de fois elle va devoir prouver que c'est vraiment une future grande actrice. Enfin, moi je trouve que c'est déjà une grande actrice, mais parce que voilà, si vous regardez Euphoria et tout, vous en avez déjà la preuve. Alors c'est sûr que si vous regardez Spider-Man avec Tom Holland, vous en rendez pas forcément compte. Hein. Non, les séries qu'elle faisait sur Disney. Voilà, ou je sais plus quoi, c'est les trucs sur Disney Channel. Mais je veux dire, la dernière demi-heure, elle a pas beaucoup de dialogue, hein, mais il y a tout qui passe par le regard. Et c'est absolument. Enfin, même Timothée Chalamet, je pensais pas qu'il avait ce genre de performance habité, on va dire, un peu bonhomme. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais vraiment il pousse un peu la voix en mode chef de guerre. Bah, on peut se dire, ouais, bon, ok, c'est Timothée Chalamet, il fait 50 kilos, enfin, il fait un peu mi-dîner, donc tu peux te dire que oui, il est pas très impressionnant, mais en fait, si, il envoie le café, quoi. Vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Mais justement, si on compare les castings de donc, Timothée Chalamet et de Kyle MacLachlan C'est très rigolo à dire. dans les premières heures du film, à chaque fois, on a tendance à se dire, ouais, j'ai un doute sur le casting, parce que c'est quelqu'un qui est censé assumer de grosses responsabilités, et en même temps, c'est exactement comme ça qu'il est décrit dans le bouquin, c'est quelqu'un qui est pas impressionnant, c'est le fils de Leto. Leto, il est impressionnant. Leto avec sa belle barbe. Quelle barbe Oscar Isaac, quelle barbe. Son charisme naturel, Ouais. il en impose que Paul, ben, c'est juste son fils, quoi. Et justement, il va grandir, et puis je trouve que les deux performances des acteurs, alors Kyle MacLachlan a moins l'occasion de s'exprimer, notamment dans ses scènes de discours, parce que effectivement, la deuxième partie du film est assez rushée. Il arrive, c'est l'élu, on n'a aucun doute sur le fait que c'est l'élu. Direct, on lui donne une armée, direct, on va reprendre ce qui nous appartient. Que là, il y a toute cette scène dans d'une partie 2 où il montre qu'il a des visions, il montre que c'est lui l'élu, il doit se prouver, il doit prouver à tout le monde. Il n'y a que Stilgar qui est convaincu, mais les autres restent à convaincre. Et je trouve que Timothée Chalamet, pour le coup, livre une performance assez remarquable à ce niveau-là. Même dans les méchants,
si on compare, parce que le baron Harkonnen, en fait, dans la version de Lynch, alors visuellement, je trouve qu'il est très réussi, parce qu'il est vraiment repoussant. D'ailleurs, c'est marrant d'avoir fait les Harkonnen que des roux dans la version de 84 et ils sont tous chauves dans la version de 2021. Dans le bouquin, il n'y a aucune mention de leur style capillaire. Peut-être que la prochaine fois, je sais pas, ils auront une afro, enfin, on verra bien. Mais, et Dans le bouquin, il n'y a aucune mention de leur style capillaire. alors, autant, voilà, je trouve que visuellement, dans le film de 84, c'est réussi. Autant, je trouve que la performance alors, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui le joue, mais c'est très très vite dans le surjeu, en fait, et ça, on va dire que ça correspond bien au ton du film, mais le truc, c'est qu'en parallèle, il y a Stellan Skarsgård qui le joue dans la version de Villeneuve, Qui est beaucoup plus sobre. et il est terrifiant, vraiment, il est terrifiant, quoi. Il a ce regard, ce côté vraiment poisseux, enfin. Et pourtant, il se pointe pas de partout comme celui de 84, hein, mais il a vraiment ce côté terrifiant, imposant, prédateur. Enfin, tu sens qu'à n'importe quel moment, quand tu es dans une pièce avec lui, ça pourrait mal finir. C'est deux visions assez différentes qui correspondent aussi au ton du film. On a ce baron Harkonnen qui est beaucoup plus excentrique dans le film de Lynch, alors que c'est beaucoup plus sobre dans le film de Villeneuve. Deux performances qui sont très différentes. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Je sais pas. Après, le truc, c'est que le baron Harkonnen, il est quand même réputé pour être quelqu'un de très intelligent. Et autant chez Villeneuve, ça se voit, autant chez Lynch, il fait très vite vraiment tête brûlée. On dirait qu'il réfléchit pas trop à ce qu'il fait, quoi. À aucun moment on sous-entend qu'il est si intelligent. On le montre avide. Il veut de l'argent, il veut l'épice, Bien il sûr. veut le contrôle, il veut le pouvoir. On le montre pas comme un stratège. On le montre comme quelqu'un de sadique, mais à aucun moment il est intelligent. Et même dès que l'empereur Padishah Shaddam IV arrive, il fait pas le figure. Il se décompose. Je trouve que là où ça marche pas, du coup, c'est qu'il y a Raban, donc son neveu, il est censé être vraiment voilà, un peu une brute, pas très intelligent. Mais quand le baron est presque aussi bête que lui, on voit pas trop la différence. On se dit, oui, d'accord, c'est une famille c'est une famille de teubés, et puis c'est tout, quoi. Parce que même Fade Rota, il a pas. Enfin. Alors oui, c'est Sting, il a le charisme et tout, avec son slip mauve, voilà, tout ce que tu veux. Mais je trouve que j'ai du mal à vraiment les considérer comme une menace. Alors oui, en soi, ils sont très menaçants. Pareil, hein, la scène où il tue le jeune au début, voilà, c'est terrifiant et il fait peur. Mais très vite, c'est plus le cas, quoi. Vraiment, je me dis, oh non, c'est un méchant de cartoon, quoi. Ce qui est sûrement voulu, hein, mais encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où j'ai du mal à m'investir dans les personnages. Parce qu'ils ont 3 scènes, une au début, une au milieu, une à la fin, où ils ont 2 lignes de dialogue. C'est comme Gurney, qui est joué par Patrick Stewart dans la version 84, où il apparaît au début, il apparaît à la bataille et c'est fini. Il y a la scène où il retrouve Paul, où tu sais pas d'où ça sort. Il n'y a pas de setup à la scène, en fait, c'est juste « Oh, machin, t'es là, salut !» Et à la fin, il est là en arrière-plan, « Oh non, je veux me battre contre Fade Rota. Non, d'accord, c'est tout. » Mais encore une fois, voilà, c'est un problème, je vais pas l'imputer forcément au réal ou quoi, mais Je pense qu'il y a très peu des problèmes du film de Lynch qu'on peut imputer au réel. bien sûr. Parce que ce film, donc c'est un film qui est assez malade, Oui. ça se voit à l'image. Il manque des scènes, il manque plein de choses. La musique est formidable, mais il y a plein de défauts. Quand on le regarde, ce film, il faut savoir comment est-ce qu'il a été produit pour pouvoir passer au-delà de ses défauts. Donc c'est un film qui à la base a été mené par Alejandro Jodorowsky, qui est tombé un peu par hasard sur ce livre de Frank Herbert, qu'il a adoré, qu'il a voulu acheter, qu'il a obtenu les droits d'adaptation pour Trois Grinderies. Sauf que il avait des ambitions démesurées. Il avait un casting de fou furieux. Il avait Orson Welles en Baron Harkonnen. Il avait Dali en empereur Padishah. Le film aurait dû durer à peu près 5 heures, mais il avait dit que potentiellement il voulait faire un film de 12 heures, qu'il voulait faire ressentir aux gens ce que ça faisait de prendre de la drogue en voyant le film. Il y a le documentaire Jodorowsky's Dune qui est disponible sur Canal+, qui retrace très très bien l'histoire. Et donc au bout d'un moment, vu les ambitions démesurées, les studios ont décidé de le virer. Ils l'ont remplacé par Ridley Scott, qui a récupéré toutes les équipes et qui a vu l'ampleur du projet, qui a dit non, qui a pris plein de croquis avec lui et qui allait faire Alien. Notamment parce que Dan O'Bannon, qui est un des papas d'Alien, bossait sur Jodorowsky Dune. Et après, c'est arrivé entre les mains de David Lynch, qui savait pas trop quoi faire, qui s'est démerdé un peu avec ce qu'il avait. Et justement, quand Alejandro Jodorowsky est retourné voir le film de Lynch, il s'est dit, si même David Lynch n'a pas réussi à le faire, moi j'aurais jamais réussi. Après, s'il y a bien un point sur lequel on peut s'accorder sur le film de 84, c'est la musique dont on parlait tout à l'heure, de Toto,
qui est ouais, vraiment très très classe, quoi. Vraiment, ça colle très très bien, je trouve, à l'atmosphère qu'a voulu rendre Lynch. Mais encore une fois, ça sort de nulle part. C'est comme Sting. Il y a Sting Oui. dans le film. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est excellent. La musique, Toto, quel choix bizarre, mais ils sont excellents. C'est encore, tu sais, en artistes musicaux qui font une musique de film, Daft Punk sur Tron. C'est cohérent. Bah oui, c'est cohérent. Je dis, ah oui, oui, s'il y a bien un genre de film sur lequel ils devraient faire ça, c'est eux, quoi. Il y a quelques sonorités rock très très vite fait. À un moment ou deux, il y a la guitare qui commence à venir. Guitare qui revient dans le thème de Hans Zimmer, donc pour la version de Villeneuve. Alors, est-ce que c'est un hommage ou quoi? Parce que pareil, normalement, c'est... Enfin, la musique qu'a fait Zimmer pour les films de Villeneuve, c'est très... Il y a beaucoup de sonorités, on va dire, arabiques, forcément, parce que c'est lié au désert, à la culture visuelle, enfin, à toute la direction artistique du peuple Fremen. Et de temps en temps, ouais, cette petite guitare qui revient, cette guitare électrique. Donc, est-ce que c'est un hommage à Toto ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux BO, je trouve, défoncent. Là, ça fait du coup, depuis la semaine dernière, que je m'écoute la playlist de Dune deuxième partie, notamment le thème de Paul et Shani. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Non. Ce qui fait na, 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 na. Oui. Voilà. Ok. Très bien. Voilà, mais incroyable chanteur, je sais. Mais non, mais tu mets un extrait plutôt à la place. Ah, j'ai pas les droits. Oh merde. On va garder ta voix. Chier. En termes d'adaptation, donc les deux ont leur manière très spécifique d'adapter. On l'a dit encore une fois, le Dune de 84, il est très rushé. Pourtant, il adapte plus d'éléments, alors pas en termes de scène, mais en termes d'éléments de l'univers, de l'or. Alors déjà, il y a dans une des premières scènes le Guild Navigator qui apparaît. Donc c'est Espèce d'alien dans une cuve. ouais, un alien poulpe avec des branchies, enfin bref, Ouais. quelque chose de très lynchesque, vraiment pour le coup, qui apparaît et qui est au-dessus de l'empereur. Il a le pouvoir sur l'empereur. On mentionne beaucoup de choses, notamment la compagnie Chaume, on mentionne le djihad. Alors, bon, pour le coup, on peut comprendre dans le film de Villeneuve qu'ils ne veulent pas parler de djihad, bon, On parle de guerre sainte. voilà, c'est une guerre sainte, le djihad. Bah, c'est la traduction littérale, mais je pense que c'est surtout, encore une fois, je veux pas trop taper sur le public américain, mais je pense que vu que des fois le public américain a du mal à comprendre les messages basiques dans les films, je pense que Denis Villeneuve avait pas envie de se faire coller une étiquette de, de terroriste ou je ne sais quoi. Dans le doute, voilà, on reste sur des termes un peu plus simples. Dans le film de Lynch, il y a toute cette scène de voyage sous épices. Oui. Donc avec ce Guild Navigator qui crée des ponts entre les planètes. C'est une scène que je comprends pas ce qui se passe à l'image, mais ça me fascine. Je trouve ça incroyable, qui est complètement exclu du film. C'est juste, il y a une grosse machine dans le ciel qui voyage sous épices. Et puis elle dure un petit moment quand même. Ouais. Il y a aussi tout ce délire de Second Moon, de la deuxième lune, voilà. Alors, qui n'est pas vraiment expliqué dans le film, qui n'est pas du tout présente dans le film de Villeneuve. Alors, je crois qu'ils en parlent, le fait que donc Muad'Dib, la souris dont Paul prend le nom, elle est sur la seconde lune aussi. Ok. Est-ce qu'il dit quel est le nom de la souris de la seconde lune? Encore une fois, je ne sais pas pourquoi il pense à ça particulièrement. Et il y a ce motif qui revient, il faudrait peut-être le revoir le film. Mais là, ouais, je n'ai pas trop capté. Surtout qu'en plus, il finit un peu une fixette dessus au début. Ça revient un peu au milieu et plus jamais après. Donc je peux un peu passer à côté, je t'avoue, sur ce point-là. Dans la scène finale, il y a notamment la présence de Alia, qui est donc la sœur de Paul, qui vient tuer le baron Harkonnen dans le film de Lynch, alors que dans le film de Villeneuve, elle n'est pas encore née. Non. Elle sera dans le prochain film. Mais elle apparaît quand même en vision. En fœtus. Non, mais même dans les visions de Paul. Dans les visions? Oui, avec Anya Taylor-Joy qui la joue. Ah, dans la oui. vision, tu sais, où elle gravit la dune et derrière il y a la mer. Ouh, oui, ok. Et oui, C'est vrai, mais l'enfant, Alia, n'apparaît pas. bien sûr. Ça rejoint quelque chose qui était déjà présent dans le premier film, de pas introduire certaines choses. Notamment le personnage de Feyd-Rautha qui est complètement absent du premier film, l'empereur, la princesse Irulan, ils ne sont pas dans le premier film parce que j'imagine que les scénaristes et Denis Villeneuve ont jugé que c'était pas forcément, enfin que ça allait surcharger le premier film qui était déjà assez important. Voilà, on se sépare de certains éléments pour rendre le film plus clair, alors que certaines personnes sont déjà assez perdues comme ça face à la complexité d'une partie 1. C'est ça, il faut se dire que c'est quand même deux films qui font 5 heures en tout.
Et ça reste quand même très très dense, hein. Il y a quand même beaucoup de lore à... Et très épuré par rapport aux médias d'origine. En plus. En termes d'intention de réalisation, donc on en a parlé des intentions de Lynch, il y en a chez Villeneuve qui m'ont assez marqué. Par exemple, dans la bataille finale, il y a une scène que tu ne peux pas comprendre. C'est le moment où tu as tous les soldats qui se battent. Et en fait, c'est impossible de discerner qui appartient à quel camp. Et ça rejoint cette idée il y a moins de manichéisme dans le film, c'est que ce soit des Sardaukar, des Harkonnen ou des Fremen, ils sont tous en train de se battre. T'en as pas un avec un sabre violet pour dire regardez, moi je suis un Fremen. Non, ils se battent tous, tu peux pas les discerner, tu sais pas lesquels meurent. Et ça rejoint cette idée on peut pas voir qui sont les gentils, qui sont les méchants, même leurs bannières, tu sais, ils se battent, il y en a toujours un pour agiter la bannière de son camp, même les bannières se ressemblent un peu finalement. Surtout qu'en plus, il y a ce plan où, un peu en plan séquence, où à la fin on se rend compte que c'est Chani qu'on suivait depuis le début du combat, alors que dans le premier film, c'est le même plan à peu près, mais avec à la fin c'est Paul Atreides. Et encore une fois, c'est une preuve que ces visions ne sont pas gravées dans le marbre. Et on a aussi voilà, ce discours sur le fait que Chani, c'est celle qui reste on va dire, vouée à des principes justes et qui ne suit pas Paul dans son délire, ou en tout cas malgré elle au début, et qui décide de vraiment s'en séparer à la fin. D'ailleurs, le deuxième film finit sur elle. Et je trouve ça marrant avec le recul, c'est que le film il finit sur elle, vraiment, bah voilà, on a le visage de Zendaya qui c'est en gros plan où elle s'apprête à rider, enfin à chevaucher vers des sables. Et c'est marrant parce que vous voyez, elle n'a pas de protection, alors que à chaque fois que tu vois le faire dans le film, ils ont les lunettes, le masque et tout. Alors que là, non, c'est faut montrer quand même le visage de l'actrice, donc on va rien lui mettre dessus. Après, elle va tout prendre dans la gueule. Il y a pas mal de gens qui reprochent à Denis Villeneuve le côté froid de ses films. Genre le côté très brutaliste de l'architecture, tout ça. Mais moi, j'aime bien. Enfin, je trouve que ça fonctionne. Alors, ça fonctionnerait pas pour beaucoup d'univers, je pense. Mais pour Blade Runner et pour Dune, je trouve que c'est très approprié. Alors, peut-être que les gens qui ont lu le livre ou qui préfèrent le film de Lynch vont me dire mais non, t'as rien compris, c'est pas censé être comme ça, c'est censé être coloré et tout. Mais je sais pas, encore une fois, en tant qu'objet filmique, je trouve que ça fonctionne très très bien. Oui, c'est très brutaliste, c'est très sec, mais en même temps, Arrakis, c'est une planète de désert, enfin, c'est vraiment austère de fou. L'autre planète qu'on voit le plus, c'est Geidi Prime, donc la planète des Harkonnen, qui est pareil, c'est censé être un enfer, on va dire, industriel. Mais Caladan, franchement, les intérieurs, ils sont vraiment très très jolis. La chambre de Paul, même la salle où il fait le petit déjeuner avec Jessica, où elle lui apprend à utiliser la voix, je trouve vraiment les décors sont fournis, c'est vraiment très très joli. Enfin, ça contraste d'autant plus avec Arrakis qui est austère en mourir, quoi. Et c'est une adaptation. Faut faire On des choix. n'est pas censé faire du mot à mot, de dire bon, ben, il a dit rouge, on fait rouge. Bien sûr. On fait ce qu'on veut. Bien Ça reste un film. Puis surtout qu'en plus, pourquoi dans un livre il y a beaucoup plus de détails? Parce que c'est utile à l'immersion. C'est pas une BD, c'est un livre, c'est que des mots. Alors que dans le film, t'as tout l'univers, t'as le mixage son, la cinématographie. Enfin, c'est censé remplacer justement toutes ces petites lignes d'exposition ou d'éléments qui n'auraient pas de place. Enfin, c'est comme dans Harry Potter quand on supprime un personnage ou un sort de magie ou un élément magique de Poudlard. Oui, d'accord, mais dans le film, ça pourrait. Un film, il faut quand même qu'il aille à l'essentiel, on va dire. Pour le coup, je trouve que Dune, qui est quand même un objet très particulier, s'inscrit parfaitement dans la cinématographie de Villeneuve parce que ça retranscrit pas mal de ses obsessions, notamment le besoin de communication, de trouver des techniques de communication, le sentiment de solitude, Même le rapport aux déités. Aux déités, enfin le fanatisme, tout ce qui est... Parce que si on prend ces films de science-fiction, dans Premier Contact, il y a tout ce côté communication avec les aliens, mais ce côté aussi... voilà, c'est quand même des créatures qui viennent du ciel. Enfin, qu'est-ce qu'on doit en penser? Le premier réflexe, c'est de les attaquer. Non, non, elles sont là pour communiquer. Et dans Blade Runner, c'est pareil, où l'enfant de Descartes et Rachel, il est vu comme un messie, comme un élu parmi les réplicants, parce qu'il est né d'une relation entre un humain et un répliquant. Justement, il y a ce choix de retrouver l'enfant, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un messie qui va conduire à une guerre, ou est-ce qu'on le cache? Ce qu'il y a dans Dune, hein, c'est est-ce que Paul il accepte son destin de guider les Fremen, ou est-ce qu'il vit juste sa vie dans le désert avec Chani? Ça se ressemble un peu, et je trouve que tu as raison quand tu dis que ça s'inscrit bien dans la filmo de Villeneuve. Et puis même cette quête d'identité, de savoir qui on est, à quel peuple on appartient, qui nous ramène même à Enemy, avec Jake Gyllenhaal qui ne sait pas vraiment qui il est. Ou Incendie. Et Incendie,
avec ces personnages qui vont chercher leurs frères, qui vont chercher leur mère, qui vont... voilà. Incendie, franchement, si vous l'avez pas vu, ne vous spoilez pas. Mais c'est pas pour tout le monde, vraiment. C'est une expérience. C'est c'est particulier. Ouais. Même Sicario, hein, tu peux le dire. Sicario, je l'ai pas vu. Où le personnage qui est joué par Emily Blunt, qui rejoint l'équipe, on va dire, qui lutte contre les cartels, en fait, elle est totalement dépassée. Parce qu'elle, c'est une agente du FBI qui fait des raids, enfin, c'est entre guillemets simple par rapport à ce qu'elle va subir après. Et c'est un peu la morale du film, c'est qu'elle est vraiment dépassée et elle n'ose pas faire les choix difficiles que font Josh Brolin ou Benicio del Toro. En fait, elle veut pas s'abaisser à ça et c'est ça qui fait qu'elle n'y arrive pas et qu'elle doit rebrousser chemin, quoi. Dans l'épisode de la semaine dernière, où tu n'étais pas là, avec Florent, on avait parlé de Planète Interdite, de comment c'était arrivé comme une révolution dans son cinéma. C'est-à-dire que avant, le cinéma de science-fiction, ça ressemblait un peu à des cartoons, c'était des monstres géants, c'était pas hyper sérieux. Et d'un seul coup, Planète Interdite arrive et pose un nouveau paradigme, en fait. J'ai l'impression, en sortant de la salle d'une deuxième partie, d'assister à ce nouveau bouleversement. À une époque où le cinéma de science-fiction, aujourd'hui, il y a quelques exceptions qui sont de très bons films, mais globalement, on a dérivé vers un genre super-héroïque qui domine. Pour la science-fiction à gros budget, c'est le space opéra qui prédomine, donc que ce soit Star Wars ou même les Gardiens de la Galaxie. Mais ouais, en termes de cinéma à gros budget, je trouve qu'on prend moins de risques, on se prend moins au sérieux, parce qu'on a tendance à vouloir conquérir le grand public. Et justement, on a Dune qui se veut être grand public parce qu'il est obligé de faire des entrées en salle pour se rentabiliser, mais à côté, c'est quand même une proposition qui est quand même très radicale. C'est une vraie proposition d'auteur. Et qui peut laisser beaucoup de gens sur le carreau. Et je trouve ça très osé d'avoir ce genre de film dans ce cinéma-là. Pour moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à une révolution. Et peut-être que déjà dans les prochains mois, on va avoir Furiosa, qui est aussi un film de SF à gros budget avec une proposition très marquée. Et j'espère en tout cas qu'on va avoir plus de films dans ce genre-là qui vont donner envie aux studios de mettre de l'argent dans des films vraiment audacieux, quoi. Déjà là, Dune, pour les quelques jours d'exploitation, c'est un énorme succès. Il a fait plus que les prévisions, on va dire, des studios, donc c'est toujours une bonne chose. Et même, je pense que là, il y a de plus en plus de films, alors qui ne marchent pas, mais en généralement c'est parce qu'ils sont pas bons et les gens commencent à ouvrir les yeux. Mais quand on voit, rien que l'an dernier, le succès d'Oppenheimer, alors certes c'est Christopher Nolan, mais c'est quand même un biopic de 3 heures de gens qui parlent dans des bureaux essentiellement. Donc il n'y a aucun monde où c'était évident que ça tape quasiment le milliard de dollars au box-office, quoi. On a une époque où on laisse de moins en moins de liberté aux réalisateurs, ou alors c'est pour placarder leurs films sur les plateformes de VOD, et moins au cinéma. D'ailleurs, j'avais une question. Qu'est-ce que tu préfères entre Dune partie 2 et Avatar 2 ? Ah, c'est dur. J'ai pas spécialement été déçu par Avatar 2, je fais pas partie des gens qui le détestent. Le truc, c'est qu'Avatar 2, techniquement, c'est vraiment une prouesse, quoi. Enfin, c'est impossible de le louper. Mais je me suis senti beaucoup plus investi par Dune partie 2. Même si Avatar, il y a ce côté, voilà, vraiment maîtrise. Enfin, James Cameron, voilà, il a pu en approuver, c'est un dieu du cinéma. Mais je trouve que Avatar 2 était trop similaire à Avatar 1 par rapport à Dune 2 qui était vraiment plus une suite, on va dire. C'est-à-dire que c'était plus facile de faire des parallèles entre Avatar 2 et 1. Je pense qu'il y avait trop de plot holes dans Avatar 2 comparé à Dune. Mais après, j'ai vraiment bien aimé les deux films. Je ne dis pas que Avatar 2 est une merde, loin de là, hein, j'ai bien aimé. De toute façon, je n'étais pas spécialement fan du premier film non plus. Hein, Ah ouais ? Je l'avais vu une fois ou deux, j'étais en mode ouais, c'est cool, c'est sympa, tu vois, pourquoi pas voir la suite quand il sortira, mais j'avais pas une hype monumentale, j'étais pas là à ronger mes os là, vite que le 2 il sorte. Okay. Alors forcément, je suis allé voir Day One, mais... Parce que t'es un Yankee, donc forcément... Exactement. Mais on va dire que j'ai un peu plus de réserve sur la partie 3, parce que j'ai l'impression qu'il a eu plus de mal à se renouveler, parce que James Cameron, quand même, quand il s'agit de faire des suites à ses films, dire Terminator 2, Aliens, c'est quand même des suites qui sont en général considérées meilleures que les premiers films. Pour moi, c'est pas le cas pour Alien, mais en tout cas pour Terminator, ça l'est. Moi, ce que j'ai vu en Avatar 2 et qui m'a beaucoup plu, c'est que j'avais l'impression de voir un petit peu ce qu'il avait voulu aborder déjà dans le premier film. Un nouveau départ vers un Avatar 3 qui sera encore... qui a été promis comme une proposition vraiment différente pour le coup. Cette idée de redécouvrir Pandora, moi j'ai trouvé ça en tout cas très intéressant et même si on est beaucoup plus dans ce manichéisme,
qu'évite Dune 2. Mais en même temps, Dune, c'est autrement plus complexe. Après, les deux racontent la même histoire. Dans leur métaphore, alors, Avatar, c'est les Américains qui vont piller les ressources naturelles de la Terre, donc la forêt amazonienne et ce qu'on trouve dans les océans, les baleines, tout ça. Que Dune, c'est les Américains qui envahissent l'Irak pour choper du pétrole. C'est ça. Voilà. Et toujours au détriment des populations locales. Toujours. Donc en fait, on a deux films qui quand même se répondent beaucoup. On est en train de faire une giga digression. Mais c'est deux films qui se répondent parce qu'ils critiquent la même chose. Ils critiquent le système américain, mais ils le font de deux manières différentes. D'une, en allant chercher vers des choses plus moyenâgeuses. Cette idée d'avoir des familles, les familles du Landsraad, qui se partagent des fiefs, qui sont avec leurs bannières au milieu de batailles avec des capes et des épées, et Avatar qui est dans cette idée de robots contre des aliens de 3 mètres. Après, la différence aussi, c'est que Jake Sully, donc le héros de Avatar, lui, il tourne pas mal. Après, bon, on n'est pas à l'abri, hein. Je veux dire, les suites, il y a encore 3 suites de prévues. De toute façon, du Avatar, on va en bouffer jusqu'en 2031, c'est ça ? Et je pense que Dune 3, il va sortir quoi, en 2027 ? La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont adapter jusqu'au tome 6 ou est-ce que le 3, ça va être une vraie conclusion ? En tout cas, Denis Villeneuve, il a dit que lui, s'il fait Dune, c'est 1, 2, 3 et c'est fini, quoi. Est-ce que Alors, ça... je me doute que si c'est très rentable et que ça continue à être rentable, ils voudront faire des séries, des spin-offs, des machins, des trucs. Pour les livres, donc Frank Herbert a écrit 6 livres, et après c'est son fils qui a repris la suite, qui a écrit des choses qui se passent avant, qui se passent pendant, qui se passent longtemps avant, longtemps après. Il y a de quoi adapter en tout cas. Si jamais on veut faire des séries, des préquels, des sequels, il y a de quoi adapter en tout cas. Après, ils sont pas obligés non plus. Hein. Non. Déjà réussir à faire une bonne trilogie qui se conclut de manière satisfaisante et qui se tient de bout en bout, c'est déjà un exploit en soi. Et si Nolan dit que c'est une révolution dans le cinéma... On lui fait confiance. Donc Dune de David Lynch, 1984, Dune de Denis Villeneuve, 2021 et 2024, et la suite qui arrive bientôt. 2 propositions de cinéma très différents, qu'on vous encourage évidemment à découvrir au cinéma pour d'une deuxième partie, et comme vous pouvez donc en DVD, en Blu-ray. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce bonus un peu improvisé avant l'épisode qui arrive la semaine prochaine sur Casino Royale. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, bye. Salut! Pardon de poser la question, je sais que ça n'a rien à voir, mais comment on fait pour les heures sup? Et surtout, ça n'a rien à voir avec un curetage qui fait un mal de chien. Voyons, monsieur le commissaire, nous, on n'a rien à voir dans tout ça. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Et ça n'a rien à voir avec votre classe, votre boucher, votre épicier. Est-ce que ça sera une trilogie suffisamment importante pour avoir droit à son prequel raté ? Ah Je ne cite pas du tout Le Hobbit, Les Animaux Fantastiques et dans une moindre mesure la prélogie Star Wars. Attention à ce que tu dis quand même sur la prélogie. Non, j'aime la prélogie, mais faut être objectif. Cet homme à Star Wars 9 en Blu-ray. Oh, je balance. En Blu-ray Steel. J'ai tous les Star Wars en Blu-ray Steel. Qu'est-ce que tu me critiques ? Après, je dis ça, j'ai Alien vs Predator 2 en Blu-ray, donc qui suis-je humble mortel.